Bien, merci à toutes et à tous d'être présents cet après-midi. Suite à cette projection, on peut voir que même si l'action de Princesse Mononoke se déroule dans le Japon médiéval, la portée du message est universelle et malheureusement encore très actuelle. À travers le combat entre humains et bêtes sauvages, c'est le développement de l'espèce humaine au détriment de la nature que Miyazaki interroge. En surexploitant la nature comme il le fait, l'homme détruit son environnement et ce faisant s'autodétruit. Si l'on ne peut nier les progrès accomplis, nous sommes arrivés à un point de rupture avec la nature. Nos vies trop urbaines ont abouti à une séparation de l'homme avec son environnement et cette déconnexion nous a fait oublier les processus naturels dont nous dépendons. Cycle du carbone, de l'eau, des sols, de reproduction des espèces, pollinisation. Nous sommes ni au-dessus ni à côté de la nature, mais bien en dedans. Nous sommes la nature, et si nous ne voulons pas disparaître par la poursuite de notre orgueil et notre omniscience, nous devons repenser notre rapport au vivant et faire en sorte que l'espèce humaine n'ait plus une vision utilitariste de la nature. Donc pour réfléchir un peu à cette question, nous avons 3 intervenants. Du coup, je vais vous laisser vous présenter. Je vais vous donner la parole chacun à votre tour. Monsieur Bourlès, vous souhaitez démarrer ? Je suis Guy Bourlès, donc je suis président de la LPO Loire-Atlantique et depuis quelques années déjà, je m'occupe de la biodiversité et du vivant et de nos relations avec toute la faune et la flore. Et c'est assez compliqué, le résultat n'est pas toujours très positif, hein, on l'a déjà dit. Mais bon, je suppose qu'on y reviendra. Merci. Gwen Michel ? Oui, Gwen Michel, du coup je fais partie de collectif de lutte d'écologie radicale, donc notamment au sein de ZAD, où on essaye d'être la nature qui se défend. C'est pas toujours évident non plus, mais on y arrive globalement. Merci beaucoup. Géraldine Molina ? Alors, bonjour à toutes et à tous et merci d'être venus aujourd'hui. Merci aussi aux organisateurs pour l'invitation. Donc, je suis Géraldine Molina, je suis chercheuse au CNRS, au laboratoire ESO, Espace et Société, et à l'Institut de recherche en sciences et techniques de la ville. Et je suis géographe de formation. Je travaille sur les relations des sociétés aux espaces et à l'environnement. Notamment, je travaille actuellement beaucoup sur les relations entre société et climat et transition écologique. Merci beaucoup. En première question, c'est vrai que dans le film de Miyazaki, on voit ces forges qui sont construites, qui commencent un peu à s'urbaniser avec une vraie clôture, on va dire, même entre le village et la nature. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu finalement comment nous sommes déconnectés de la nature et voilà, à quel moment s'est fait finalement ce point de rupture ? Oui, alors c'est vrai que la relation des sociétés en fait à l'environnement et les processus, ce qu'on appelle l'anthropisation, c'est-à-dire la modification de l'environnement et des écosystèmes par l'homme, on a tendance, j'entends beaucoup dans les médias, à la faire remonter à la révolution industrielle, et en réalité, la révolution industrielle, c'est plutôt une période d'accélération en fait, de processus qui étaient déjà en cours. Et l'anthropisation, on apprend, si je me souviens bien de mes cours en géographie les premières années, il y a de nombreux chercheurs qui travaillent là-dessus, et l'anthropisation, elle remonte très très longtemps dans l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire que l'homme a modifié son environnement, hein, son milieu, et on peut le faire remonter à la sédentarisation, etc. Et une des spécificités de l'espèce humaine, c'est d'avoir énormément modifié en fait son environnement et les écosystèmes dont elle dépend. Donc la révolution industrielle, on peut la voir comme une période d'accélération de tendances qui étaient déjà en cours et dans de processus d'anthropisation qui remontent beaucoup plus loin. On pourrait évoquer au niveau de la sédentarisation et puis de la naissance de l'agriculture, la modification des paysages. Vous avez de très nombreux chercheurs qui travaillent là-dessus, notamment en géographie physique. Et finalement, des paysages qu'on aurait tendance à considérer comme naturels sont en fait des paysages qui ont été modifiés très tôt par l'espèce humaine. Je pense notamment aux paysages, par exemple, et à la végétation méditerranéenne, qui est en fait issue d'un processus de transformation de l'espace et du milieu qui remonte très en amont de la révolution industrielle. Alors effectivement, la révolution industrielle, il y a eu une montée en puissance de l'anthropisation, et puis on voit bien avec la période actuelle aussi, c'est la mise en évidence des effets pervers qui commencent à apparaître, mais la montée exponentielle des effets pervers et les effets en fait
boomerang sur les sociétés urbaines, c'est-à-dire qu'on a des processus de dégradation qui ont impacté très fortement les écosystèmes, que ça soit la biodiversité, les phénomènes atmosphériques, le climat, mais aussi les sols et la qualité des sols ou la qualité de l'air, donc l'ensemble des écosystèmes dans lesquels on évolue, et par effet boomerang, du coup, qui altère aujourd'hui le confort des sociétés. Et du coup, ça, ce sont des processus un peu pervers qui sont bien mis en évidence, je trouve, dans le film de Miyazaki. Et notamment, je trouve que la fin est assez intéressante en nous invitant à repenser en fait nos liens aux écosystèmes et à retrouver en fait une certaine intelligence environnementale. Parce que je reprenais ce matin un petit peu les terminologies, l'étymologie en fait des différents termes sur lesquels on va travailler aujourd'hui. Et l'intelligence, c'est à la fois la faculté d'emmagasiner des connaissances et de les accumuler, mais c'est aussi la faculté en fait qu'a un être à s'adapter en fait au contexte dans lequel il évolue. Et donc je pense qu'il y a une urgence aujourd'hui à mieux comprendre les relations d'interdépendance de l'homme aux écosystèmes, et notamment le fait que dans la tentative d'émancipation de l'homme par rapport à son environnement pour augmenter son confort, on arrive à un moment de l'histoire où paradoxalement ce confort il commence à se dégrader et la qualité de vie commence à se dégrader, et donc on a besoin de retrouver une meilleure intelligence de nos liens d'interdépendance avec les écosystèmes. Et c'est vrai que cette interdépendance elle est compliquée quand on vit en zone urbaine. Est-ce que le fait de vivre en zone urbaine, est-ce que finalement ce n'est pas un peu plus compliqué de comprendre en fait cette interdépendance ? Oui, alors c'est compliqué de donner une réponse simple en parlant de la ville, parce qu'en fait il y a une très forte hétérogénéité entre les villes. Si on regarde les processus d'urbanisation et les villes à travers le monde, il y a des formes d'anthropisation et d'artificialisation des villes qui sont très différentes selon les régions du monde, et des relations aussi avec les écosystèmes. Simplement, en ville, on a longtemps pensé, par exemple, que les sociétés urbaines étaient du coup moins sensibles à l'environnement et aux écosystèmes, parce qu'elles étaient dans des espaces artificiels protégés, par exemple, du climat. Donc il y a des chercheurs qui expliquaient comment en ville, finalement, on est moins sensible au climat. Et aujourd'hui, on a mené beaucoup d'enquêtes là, avec les équipes avec lesquelles je travaille sur la relation entre les sociétés urbaines et le climat, et on s'aperçoit qu'en ville, il y a des processus de dégradation, de modification du climat qui sont beaucoup plus forts que dans par exemple les espaces périurbains ou ruraux environnants, avec ce qu'on appelle les îlots de chaleur urbains, c'est-à-dire qu'il peut faire jusqu'à 10 degrés de plus environ entre le centre d'une ville et des espaces ruraux. Et on s'aperçoit que les populations, du coup, et le confort des populations urbaines est fortement altéré en ville. Donc je pense qu'il y a une prise de conscience qui est aussi plus importante dans les enquêtes qu'on a menées auprès des populations, du fait de formes d'artificialisation et d'anthropisation qui ont été maximisées dans les villes. Il y a aussi une prise de conscience qui est clairement, enfin qu'on retrouve clairement dans nos enquêtes, et une volonté aussi de réinvention de nouvelles relations avec les écosystèmes. Et les villes, c'est aussi un espace dans lequel on peut capitaliser des nouvelles formes de savoir, les transmettre, accélérer les processus d'apprentissage pour retrouver en fait ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire une certaine intelligence environnementale dont notre qualité de vie et nos survies dépendent. C'est-à-dire que ce qu'on a oublié peut-être, il y a plusieurs définitions de la nature, on pourra y revenir, mais dans une acception qui est très restreinte et qu'on peut remettre en question, où il y aurait une opposition entre culture, nature, société, nature, etc., on oublie qu'en fait, avant d'être une chercheuse, vous, avant d'être, je ne sais pas quel est votre métier, mais on est tous des êtres vivants, et donc on a des besoins fondamentaux qui dépendent, en fait, on est des êtres vivants, donc on dépend des écosystèmes, et de la qualité des écosystèmes et d'écosystèmes sains. Donc ça, je pense qu'en ville aussi, on peut avoir davantage conscience de notre vulnérabilité et de notre dépendance aux écosystèmes. Merci. C'est vrai qu'on peut du coup interroger la structure de nos villes, mais aussi un peu la structure de nos sociétés. Il y a eu la COP26 récemment à Glasgow, et on a pu du coup avoir des témoignages de communautés autochtones. Je vais citer une représentante des peuples autochtones de l'État du Roraima du Brésil pour Mediapart, qui s'appelle Thelma Torrepang, et qui a cité « Il est plus que temps d'écouter d'autres voix que celles du capitalisme ».
Gwen Michel, selon vous, en quoi le capitalisme est néfaste pour la nature ? Alors oui, effectivement, c'est pas forcément que l'homme qui est néfaste pour la nature. On parle du capitalisme de l'Holocène. C'est un peu l'équivalent de l'Anthropocène qui considère que l'homme va détruire la nature. Du coup, le capitalisme a différents aspects. En fait, il considère la nature comme une ressource qui est à sa disposition de manière illimitée et qu'on peut la piller, qu'on peut en fait détruire les terres rares, qu'on peut détruire les terres, qu'on peut détruire les montagnes, qu'on peut détruire les champs. Et du coup, c'est vraiment ça, en fait, d'aller dans une course en avant, où au fur et à mesure que la croissance en fait diminue, le capitalisme accélère en fait la recherche de profit, et du coup, en fait, ça passe par la destruction de la nature. Et donc nous, du coup, voilà, on le voit au quotidien, des terres agricoles qui se détruisent, mais aussi des forêts, des espaces naturels, des zones humides. Donc il n'y a pas vraiment de limite là-dessus pour l'instant. Et donc vous qui êtes confrontés à cela assez régulièrement, quel message les zones à défendre en fait souhaitent porter ? Alors nous, le message qu'on veut porter, c'est que en fait, il faut arrêter complètement ça. En fait, on a déjà largement urbanisé beaucoup plus de terres qu'il en faudrait. Du coup, il faut arrêter de bétonner complètement. Si on veut développer les choses, il faut aller vers l'utilisation de friches. Et puis, du coup, réfléchir à un rapport différent à la nature. Ne pas voir la nature uniquement en dehors de nous, mais comme en faisant partie aussi. On dit souvent dans les dates qu'on a la nature qui se défend. Et que du coup, là, il faut aider la nature à se défendre et nous-mêmes nous défendre nous-mêmes en fait, en faisant partie de la nature. Et c'est vrai que cette souveraineté finalement de l'homme sur la nature, elle se retrouve également dans notre rapport au temps. Aujourd'hui, tout s'accélère. On peut se faire livrer des courses en 10 minutes à toute heure, 2 jours de la nuit. La 5G a été ouverte au grand public. Est-ce qu'il faut également repenser notre rapport au temps ? Oui, totalement. En fait, c'est que du coup, si on veut avoir un mode de vie qui est différent, il faudra forcément avoir plus de temps et réfléchir à prendre plus de temps sur les choses. Prendre le temps de répondre à ses besoins, non pas en fait répondre à ses besoins en travaillant pour avoir de l'argent, mais essayer de répondre collectivement à nos besoins, donc voir comment on peut se loger collectivement. Alors il n'y a pas trop de soucis pour ça, parce que le capitalisme a fait beaucoup de friches, beaucoup de maisons abandonnées, donc on a largement de quoi vivre pour des années, des années, des décennies. Pareil pour la nourriture, comment on se nourrit. Alors dans un premier temps, on peut se nourrir du coup des restes du capitalisme avec des récup qui sont abondantes. Pareil pour plein de choses, mais après c'est voir comment on peut avoir du coup une réponse à nos besoins qui soit en fait plus en rapport avec la nature dont on fait partie en fait. Merci. C'est vrai que ce gain de temps, c'est aussi l'objectif quand on industrialise la nature, et notamment dans l'agriculture par exemple, où certains champs, on voit des champs avec des épis de blé, tous à la même hauteur, pour pouvoir les récolter plus vite avec des machines toujours plus grosses et performantes. À la LPO, vous travaillez aussi sur ces questions. Guy Bourlès, en quoi l'agriculture intensive est-elle néfaste pour la biodiversité ? C'est une bonne question. Il y a un vrai problème avec l'agriculture, mais pas simplement avec l'agriculture. C'est, comme vous disiez, c'est le problème de la biodiversité et de la restauration de la planète. C'est d'abord un problème social. Il faut aussi que nous, on retrouvons notre place dans l'environnement. Depuis de nombreuses années, nous, on s'est posé la question, parce que on parle de la 6e extinction des espèces. Malheureusement, on la pressent depuis une 50aine d'années, et plus ça va, plus elle s'accélère. Il faut savoir que cette 6e extinction sera beaucoup plus rapide que les autres, puisqu'avant, on parlait d'extinction en plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires, et là, c'est en quelques dizaines d'années. Donc, on n'est pas du tout devant un phénomène que l'humanité et que la planète a déjà vécu, c'est quelque chose de différent. Et à une époque, on s'est rendu compte on a essayé de mettre en place un certain nombre de techniques pour essayer de démarches pour essayer de freiner ce mouvement-là, essayer de le restaurer. Et on a créé des réserves, les réserves naturelles. Les parcs nationaux ont été inventés aux États-Unis. Ils ont été créés il y a déjà très longtemps, fin du 19e siècle pour un certain nombre d'entre eux. Nous, on a suivi plus tard. On a fait des parcs nationaux importants. On a fait des réserves nationales. On a créé des aires de protection, puisqu'on a compris que si la nature voulait vivre, il fallait aussi lui laisser de la place. Et que notre intervention était tellement importante qu'on n'avait plus laissé de place à la nature.
Et on s'est rendu compte qu'on n'a pas très bien travaillé en faisant ça. C'est une première approche, mais il fallait aller beaucoup plus loin. On s'est rendu compte qu'on a oublié les gens dans ces parcs nationaux. Alors, les premiers parcs américains étaient quasiment déserts d'êtres humains, donc effectivement, c'était plus facile de travailler sans eux, puisqu'ils n'étaient pas là. Mais on l'a fait en Afrique, où on a viré les Africains qui vivaient là, en leur faisant comprendre qu'ils étaient une part du problème et qu'il fallait les mettre de côté pour qu'on puisse, nous, en plus c'était nous qui gérions les parcs africains, ça paraît une aberration complète, c'est quand même à eux de les gérer, hein, c'est chez eux. Bon. Et que nous étions, nous, on parlait du capitalisme, en fait les responsables des problèmes africains, c'était nous. Et c'était nous qui virions les Africains pour mettre en place des parcs nationaux. C'est une aberration complète. On a commencé à évoluer il y a déjà quelques temps, il y a une vingtaine d'années que ça commence à évoluer. Et on s'est rendu compte que c'est la même chose pour nous. On parle d'agriculture. L'agriculture intensive est un vrai problème. C'est elle qui détruit le sol. Quand on détruit le sol, on détruit tout ce qui pousse. On détruit tout ce qui vit dans ce qui pousse. Donc on détruit tout ce qui existe. Donc l'agriculture industrielle est une des principales responsables de la destruction des milieux naturels actuels. Mais comme on disait tout à l'heure, nous avons créé notre planète. Les seuls milieux exempts de présence humaine, c'est la haute montagne et la pleine mer, très loin. Alors il reste de la place, hein. Mais ce sont des déserts. On ne peut pas y vivre. Là, aux endroits où on vit, aux endroits où on peut vivre, il faut à la fois créer des conditions pour que la nature puisse vivre correctement et que nous aussi, nous puissions y vivre. Donc c'est ça aussi l'apprentissage qu'on a fait des 50 dernières années de la protection de la nature en îlot. Ça arrangeait bien les gens qui avaient des aménagements importants à faire. Les écolos, ils allaient jouer dans leur parc, en ayant viré en plus les gens qui y vivaient, donc tout était bon. Et nous, on continuait à faire des autoroutes et tout ce qu'on avait à faire. Donc cette séparation a arrangé beaucoup de monde. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on s'est laissé piéger dans cette démarche et qu'il faut la restaurer. La restaurer, c'est revenir à notre place dans les milieux naturels, qui sont aussi des milieux agricoles. Donc on pense l'agriculture, on la ramène d'assez loin. Mais l'agriculture est le problème actuellement, et la solution, c'est l'agriculture. Ce n'est pas la même, bien évidemment. C'est une agriculture bio respectueuse de l'environnement. On reviendra sur les solutions un tout petit peu plus tard, mais on a hâte d'y arriver. Donc ce qu'on voit, c'est qu'en termes que ce soit au niveau de la structure de la société, donc notamment du capitalisme ou de certains modes industriels ou intensifs, en tout cas de l'agriculture, il y a une vraie souveraineté de l'homme sur la nature. Géraldine Molina, est-ce qu'il faut revoir cette souveraineté de l'homme sur la nature ? Alors, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, en fait, il y a plusieurs conceptions de... la notion de nature, elle est très polysémique. En fait, on a des acceptions qui sont concurrentes depuis assez longtemps. La notion de nature, telle qu'on l'a définie en français, en fait, ça vient, le mot de nature en français, il vient du latin natura. Alors, je regardais tout à l'heure, avant de venir, natura en latin, ça voulait dire notamment l'ensemble des êtres vivants et des phénomènes du monde physique et des mondes sensibles. Donc, si on remonte à la sémantique en latin, il n'y avait pas en fait cette opposition. J'ai pas retrouvé en consultant mon vieux dictionnaire de latin l'opposition entre homme et nature. On était au contraire dans une approche qui est systémique et biocentrée, c'est-à-dire que l'homme est considéré comme faisant partie de la nature dans cette conception-là. Et donc on a une continuité entre l'homme et les écosystèmes quand on remonte pas si loin que ça finalement, parce que l'Antiquité c'est pas si loin que ça dans l'histoire de l'humanité. Et par contre j'ai pris après plusieurs dictionnaires, donc en 93 le Petit Robert, on commence à avoir deux grands champs au niveau des terminologies, et on retrouve la définition que je viens de donner, mais il y a aussi une autre définition et qui commence effectivement à envisager en fait une distinction entre l'homme et la nature. Et du coup, et avec un système d'opposition entre ce qui serait naturel et ce qui serait naturel et ce qui serait inné, par opposition à ce qui serait acquis, transformé, modifié par donc les cultures, les vies en société et les civilisations.
Et donc en 93, là dans le dictionnaire qui est le Petit Robert que je consultais, il commence à y avoir ces deux conceptions de la nature concurrentes. Et j'ai consulté un dernier dictionnaire en ligne qui est les Trésors de la langue française. Et là, en fait, la conception qui était du coup très anthropocentrée d'opposition homme-nature, elle arrivait en premier dans la définition. Et je trouve que ce changement est assez intéressant. Il y avait la deuxième conception, mais qui arrivait en dernier, alors qu'elle était en premier quand on consulte un dictionnaire. Alors tout ça pour dire, c'est pas simplement pour rester sur l'étymologie et la sémantique, mais je pense qu'il faut se poser la question, on a posé la question des modèles économiques avec Gwen, je pense qu'il faut aussi se poser la question des systèmes de valeurs et de hiérarchisation de nos cultures. Et à l'heure actuelle, on a un moment où il y a l'affrontement de plusieurs modèles et conceptions de la nature qui étaient déjà mis en scène et en jeu dans le film, puisqu'on a du coup la dame, je ne sais plus quel est son nom, c'est Eboshi, je crois, c'est Eboshi, qui en fait, dans la conception de la nature, d'une des deux d'opposition de l'homme et de la culture et de la civilisation avec la nature, le fonctionnement des écosystèmes. On a Princesse Mononoke qui est dans une approche beaucoup plus biocentrée, c'est-à-dire le fonctionnement des écosystèmes avec une approche très animiste. Et du coup, la figure un peu du prince qui tente de réconcilier en fait la société des hommes et l'approche beaucoup plus biocentrée. Et ça, aujourd'hui, on a une montée en puissance en fait aussi de nouvelles approches qui tentent de retrouver en fait la première conception de la nature, c'est-à-dire où l'homme fait partie, ce qu'on appelle une approche biocentrée, où l'homme fait partie et fonctionne à conscience de ses liens d'interdépendance avec les écosystèmes. Et on a des sociétés aussi et des citoyens, on observe beaucoup ça dans les sciences humaines et sociales, on fait des enquêtes de terrain, on a des formes d'inventivité des citoyens et des formes alternatives qui sont en train d'émerger. Je pense notamment à tout ce qui est maison, habitat autonome, solutions fondées sur la nature aussi, où on s'appuie sur l'intelligence, le génie de la nature, on repositionne l'homme à sa juste place dans le fonctionnement des écosystèmes, avec une approche peut-être plus modeste, où c'est l'homme qui va apprendre de la nature et retrouver en fait un fonctionnement en retrouvant le cycle de l'eau, etc., pour améliorer aussi son confort. Donc ça, il y a plein d'exemples. Il y a la permaculture aussi, dans les approches plus ce qu'on appelle l'économie symbiotique. Et je pense qu'on peut apprendre à développer aussi, à changer en profondeur les modes de vie, et en s'appuyant en fait sur une conception qui est à la fois celle que défendent de très nombreux chercheurs qui travaillent sur ces questions-là, ces questions de fonctionnement des écosystèmes et d'évolution des sociétés dans leur rapport à l'environnement, ce qu'on appelle l'économie symbiotique, qui est avec des modèles alternatifs et des modes de vie aussi en évolution et qui se basent sur de nouvelles, des approches renouvelées dans le rapport à la nature et qui en plus arrivent à articuler des enjeux de bien-être et de confort des populations. C'est-à-dire qu'on peut aussi baisser dans les exemples de maisons autonomes. On a des habitants qui vont du coup avoir un système d'habitat qui va être par exemple autonome en eau et en énergie, avec par exemple des éoliennes qui sont construites à partir de matériaux récupérés. Donc économiquement, ça peut être très intéressant. Et du coup, on n'a pas à payer de factures importantes et on n'est pas dépendant en fait de la hausse du prix de l'énergie. Au niveau de la gestion de l'eau, avec des techniques de récupération des eaux de pluie, et du coup, on a une résilience qui est aussi augmentée en cas de crise. Et du coup, il y a moins besoin aussi chez ces familles ou ces ménages qui expérimentent ces modes de vie, il y a moins besoin de travailler parce qu'il y a moins besoin de rembourser aussi. Par exemple, comme les maisons sont souvent autoconstruites, il y a moins besoin aussi de rembourser des gros prêts. Donc c'est des fonctionnements comme ça systémiques et des modes de vie émergents qui sont très intéressants à explorer. Merci pour la transition vers les solutions. On a déjà du coup quelques éléments ici. C'est vrai qu'il faut vraiment qu'on réfléchisse à comment réconcilier l'homme et la nature. Et donc certaines formes d'agriculture commencent à y répondre. Pierre Rabhi, par exemple, dans son manifeste pour la Terre et l'humanisme, dit que l'agroécologie vise à répondre aux nécessités de la survie tout en respectant la vie. Guy Bourlès, selon vous, quelles sont les solutions pour une agriculture plus respectueuse du vivant ? Je dirais pas qu'il a tout dit, Pierre Rabhi, parce que c'est pas vrai. Le dire, c'est faire, le faire aussi, c'est pas mal. Et c'est en faisant les choses qu'on sait ce qu'on fait. Donc c'est
c'est assez complexe. Mais je vous prendrai un exemple aussi qui rejaillit sur ce qu'on disait tout à l'heure à propos des ZAD. Un exemple de ce qui s'est fait pour sauver un site emblématique actuellement des milieux naturels en Loire-Atlantique et qui, dans les années 70-80, était amené à être totalement détruit. C'est le marais de Guérande. Le marais de Guérande, il y avait un projet de marina à cet endroit-là, c'est-à-dire, si vous connaissez la Grande Motte, ils voulaient reproduire, dans le sud qui existe en Méditerranée, ils voulaient reproduire ce schéma-là dans le marais de Guérande. Magnifique, un résultat absolument magnifique. Le marais était totalement détruit. On avait des immeubles de 10 étages, on avait 5000 personnes, c'était une catastrophe. On avait des bateaux, on avait des marinas, tout ce qu'il fallait. Là, il restait un paludier. C'est une grande zone de production salicole. Il restait un paludier au moment où la bagarre a commencé. La bagarre pouvait être assez chaude. La non-violence est plutôt prônée de notre côté, mais il arrive parfois qu'on s'énerve. Et puis en face, on trouve des fois des réactions assez vigoureuses aussi. Donc des fois, il faut y répondre. En fait, c'est en redevenant paludier, qu'un certain nombre de gens qui avaient perdu, ou en devenant paludier, qu'un certain nombre de gens qui avaient perdu complètement le contact avec cette production, ce milieu, et c'est en faisant ça qu'ils sont arrivés à dire ben non, c'est pas du tout un milieu abandonné, puisque c'était ça l'argument. C'est un milieu abandonné, donc on va s'occuper des milieux abandonnés. Hein. On va faire quelque chose. Et en fait, les paludiers se sont réinstallés, ils ont commencé à produire du sel, et maintenant il y a une référence européenne dans les appellations d'origine contrôlée, c'est le sel du Guérande. Quand on sait d'où on vient, on trouve ça assez extraordinaire. Et maintenant, actuellement, il y a 250 paludiers qui font vivre le marais et qui protègent le marais. Parce que non seulement ils ont produit quelque chose d'alternatif à des immeubles et à des bateaux, mais ils ont produit du sel, ils en vivent depuis 30 ans, et le milieu est protégé. Donc c'est ça l'idée de Enfin, c'est pas une nouvelle agriculture, la preuve, c'est qu'on est revenu à la saliculture qui existait au siècle dernier. C'est pas une innovation, c'est une restauration d'un certain nombre de techniques adaptées à ce qu'on sait faire actuellement, avec les moyens qu'on a et avec les connaissances qu'on a, et surtout avec la mise en réseau de ces initiatives qui peuvent inspirer un certain nombre d'autres. On parlait de permaculture. Tous ces systèmes d'agroécologie sont à même de modifier, de retourner à une nature un peu plus protégée, puisque tous les milieux naturels, comme on disait tout à l'heure, sont tous plus ou moins des milieux agricoles, même s'ils ont été abandonnés. Donc il faut leur rendre leur vitalité et leur existence, mais par notre action à nous, et pas simplement en abandonnant les sites. Il y a une vision qui peut être un petit peu schématique, voire archaïque des milieux naturels. C'est on dit, on a fait tellement l'imbécile sur ces milieux-là qu'il faut les abandonner. Alors, il y a des zones qu'il vaut mieux abandonner, les laisser vivre, en fait. Hein. Effectivement, mais ça peut se déterminer en fonction des espèces et des climats et des milieux dans lesquels on est. Mais il y a un certain nombre de sites que nous devons, nous, reconquérir d'une façon intelligente. Et ça, c'est tout le travail qu'on essaye de mettre en place. Il y en a encore pour quelques années. Je vous remercie. Vous avez fait écho à beaucoup de choses, notamment au débat qui aura lieu ce soir sur la nécessaire radicalité des luttes écologiques. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est à 18h ce soir. Vous avez dit vraiment, vraiment beaucoup de choses. C'est difficile de rebondir sur tout ce que vous avez dit. Je vais essayer de faire un pont tout de même, parce que vous parlez de sanctuarisation finalement aussi de certains espaces. Et ça fait pour moi un peu écho aussi finalement au travail des ZAD qui se défendent de manière à éviter certains projets inutiles. Et du coup, Gwen, selon vous, en quoi les ZAD sont légitimes et nécessaires pour la préservation du vivant ? Et est-ce que les ZAD sont aussi une forme de sanctuarisation de la nature ? Alors les ZAD sont légitimes parce qu'actuellement, en fait, l'État et l'économie ne sont pas en mesure de protéger la nature et de se protéger elle-même. Ils sont plutôt tendance à la détruire. L'État va, dans une situation de justice, accélérer. Par exemple, nous, au Carnet, l'État a mis en place des procédures pour qu'on puisse faire exception au droit de l'environnement, qui n'est pas très rigoureux, mais qui est encore trop pour l'entreprise.
Donc du coup, on est là en rempart en fait du coup de notre corps et du coup en se défendant pour dire vous ne passerez pas et on arrête tout et en fait on vivra là tant que le projet n'est pas abandonné. Du coup voilà, il y a ce truc là et on veut y vivre dans cette nature là en fait, on veut pas, on comprend qu'il faille la protéger et en même temps finalement effectivement pour la protéger il faut aussi y vivre, sinon on se retrouve avec une nature qui est juste une ressource, un endroit où on a des ressources et qu'on va piocher dedans. Donc pour éviter cette dichotomie-là, il faut vraiment y vivre et avoir du coup l'interaction en fait et un mode de vie qui est différent. Du coup, c'est pas forcément un sanctuaire dans lequel on ne va pas vivre, c'est un sanctuaire où on ne va pas détruire en fait. On essaie de réfléchir à des habitats légers, à des modes de fonctionnement qui sont légers et qui sont réversibles. C'est-à-dire que si on a une installation humaine, il faut que l'installation humaine puisse être démontable et qu'elle ne soit pas comme du béton qui va la marquer à vie pour des centaines d'années en fait. Est-ce que vous pourriez détailler un peu plus ce mode de vie finalement que vous avez, pas qu'au travers de l'habitat, même au sein même du fonctionnement qui est, je crois, un peu collectif, qui est aussi en contradiction avec l'individualisme aujourd'hui de notre société et en quoi finalement ce mode de vie répond à une urgence climatique? Oui, tout à fait. Quand on vit en ZAD, on n'est pas juste là à vivre dans la nature, mais on réfléchit à une façon de vivre différente qui en fait s'inspire du coup des principes de l'anarchie. Donc c'est de s'auto-organiser collectivement. Si on considère que l'État en fait n'est plus là pour nous aider à s'organiser collectivement de manière responsable, donc du coup on s'organise collectivement pour voir comment on abolit les rapports de domination. Alors les rapports de domination sur la nature, mais aussi sur du coup le patriarcat qui est une forme de domination du coup sexiste, mais aussi le colonialisme. Voilà, on essaie de voir comment on peut abolir ces rapports de domination et avoir une vision des choses où on est d'égal à égal en fait. Et donc ce qui est un peu la démocratie directe, du coup, en fait, où on décide collectivement de ce qu'on veut faire et comment on le fait. C'est-à-dire que c'est pas d'un côté, on refuse que ce soit la science ou l'État qui décide de ce qu'il faut faire, mais c'est nous qui décidons collectivement de ce qu'on peut faire. Donc du coup, on a des assemblées générales, des assemblées qui sont des lieux de pouvoir collectif, où on discute ensemble, on réfléchit ensemble à quelles solutions sont adaptées. Alors c'est parfois long, il n'y a pas forcément de miracle parfois à ce que c'est. Il n'y a pas de solution parfaite qui existe, mais du coup, on a des solutions qui respectent les individualités de chacune, et puis qui respectent du coup, la nature dans laquelle on s'inclut. Donc on vit globalement en fait, dans des cabanes qui sont construites à partir de matériaux de récupération, uniquement de matériaux de récupération. C'est des palettes, donc les palettes qui vont en fait, servir à livrer tous les marchandises qu'on a dans le magasin. Ces palettes-là, en fait, c'est du bois pour construire des cabanes. C'est aussi du coup à côté on va aller récupérer du coup les invendus alimentaires ailleurs du coup dans les supermarchés. C'est une abondance pas possible, on en a vraiment plein. Pareil pour les objets, en fait c'est des objets que les gens nous amènent ou qu'on récupère dans les déchetteries. Enfin en fait vraiment ce qui est marquant quand on vit dans une ZAD, c'est qu'on voit qu'en fait notre société, en fait rien que les poubelles nous permettraient de vivre très bien. Donc on peut se poser la question, est-ce qu'on a encore besoin de produire autant de choses qui sont jetables? Parce qu'en fait, on considère que dès qu'on a quelque chose de mieux à utiliser, on va jeter ce qu'on n'a plus besoin. Donc voilà, c'est un peu ce truc-là. C'est un peu ça qu'on essaie de faire en ZAD. Et n'importe qui peut venir y passer du temps. C'est pas toujours évident parce qu'on découvre qu'on a la nature, que la nature est parfois dure. On a subi beaucoup de tempêtes. Bon, on y a survécu sans aucun souci. On a reconstruit. Ça fait partie de la vie de se dire que, en fait, on va pas forcément adapter notre environnement à notre mode de vie, mais on va s'adapter nous à ce mode de vie-là, et que s'il y a une tempête, en fait, on va pas forcément construire des cabanes en béton plus costauds pour y résister, on va juste voir comment on peut s'adapter à ça, en fait. Donc avoir des cabanes qui sont plus souples, par exemple, ou bien des cabanes qui sont reconstructibles, s'il y a des choses qui s'envolent, c'est pas grave, en fait, on va reconstruire. Voilà, c'est vraiment ça, en fait, en ZAD, c'est d'avoir une façon de vivre qui est beaucoup plus simple, où on n'a pas besoin d'argent, où on n'a pas besoin forcément de se prendre la tête trop à vouloir chercher la croissance, l'économie. Mais une économie, une vie en fait, où on cherche vraiment à vivre comme on a envie, en fait, et à écouter nos envies profondes et nos besoins, qui sont simples finalement. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on va avoir besoin de beaucoup de sobriété aussi pour cette transition écologique.
Et du coup, je trouve ça en tout cas personnellement courageux de chercher des modèles alternatifs de vie et de vivre ensemble. Et c'est vrai que souvent, en fait, ces modes de vie sont très caricaturés et vraiment à l'extrême. Quand on parle de retour à l'âge de pierre, de lampe à huile, c'est très dégradant, on va dire, pour ces modes de vie alternatifs. Et pourtant, ces solutions, elles peuvent libérer l'homme et augmenter le confort de l'homme. Et Géraldine Molina, selon vous, en quoi la sobriété libère l'homme et augmente son confort ? Alors, dans les sciences sociales, on travaille beaucoup sur le terrain, en fait, d'observer les relations donc, des sociétés et la manière dont les modes de vie se déploient. Et on voit aujourd'hui qu'il y a des expérimentations sociales, alors dans les ZAD, mais dans les oasis aussi, dans les éco-hameaux, dans les approches permacoles aussi autour de l'habitat permacole. Donc il y a une inventivité, en fait, des citoyens et une inventivité dans un certain nombre de mouvements alternatifs qui est extrêmement intéressante. Et alors, peut-être que parfois elle est caricaturée. En tout cas, ce qui est certain aussi, quand on regarde un petit peu finement ce qui se passe sur le terrain, c'est qu'elle est aussi beaucoup observée et imitée. Je pense notamment à tout ce qui se passe, je le disais tout à l'heure, dans les maisons autonomes. Il y a des processus d'apprentissage et vous avez aussi des professionnels qui viennent sur place observer ces évolutions de construction de l'habitat et qui s'en inspirent. Donc on a aujourd'hui par exemple des constructeurs qui proposent des modèles de maisons autonomes qui sont inspirés de ces initiatives habitantes et qui étaient très alternatives au départ. Donc ce qu'on appelle souvent l'innovation dans l'industrie, on s'aperçoit, pour avoir travaillé aussi là-dessus, sur les industriels et comment ça se passe dans le monde industriel, très souvent les gros groupes industriels, dans les recherches qu'ils appellent recherche... aidez-moi là, j'ai un petit trou de travail, j'ai pas assez dormi cette nuit. Innovation et recherche et développement. Recherche et développement, merci. On s'aperçoit que c'est surtout du développement, c'est-à-dire que ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont souvent observer ce qui se passe dans des petites structures qui sont plus flexibles et qui arrivent en fait à inventer des nouvelles expériences et des expériences alternatives. Et ils vont essayer de monter après, de faire des processus de normalisation ou de simplification. Et donc, ils s'appuient très souvent sur ce qui se passe dans des petites entreprises ou des mouvements très alternatifs. Donc, on voit très bien que l'invention, elle vient souvent des marges, en fait, des sociétés. Et ça, je pense que c'est assez intéressant aussi. Et on voit bien, par exemple, dans le domaine du bâtiment et de la construction, il y a une redécouverte de ce qu'on appelle, alors c'est des termes très techniques, matériaux biosourcés. Bon, en réalité, c'est des termes... peut-être qui peuvent être considérés un petit peu pompeux, mais il y a une redécouverte de savoir-faire, Guy Bourlès en parlait tout à l'heure, une redécouverte aussi d'anciens savoir-faire, par exemple l'utilisation de la terre crue pour l'habitat, qui remonte à très très longtemps. Vous avez des spécialistes en architecture qui travaillent là-dessus, et avec des modèles qui sont très durables dans le temps, c'est-à-dire qu'on a des modèles d'habitat en terre crue qui ont traversé les âges, et dont on recommence à s'inspirer pour penser des nouveaux modèles de transition dans l'habitat et la construction. Donc je pense qu'il y a aussi une porosité plus importante entre les modèles alternatifs et les expérimentations citoyennes, et puis les changements sociaux. Et après, c'est la question aussi des enjeux de pouvoir, qui est pas simple non plus, et on n'aura pas assez de la journée pour les aborder. Mais en tout cas, je pense qu'il y a une porosité plus grande que ce qu'on peut le penser dans les transitions qui peuvent s'opérer dans nos sociétés autour de ces questions-là. C'est vrai que s'inspirer du vivant, c'est très en vogue. On parle de biomimétisme, mais c'est vrai que s'inspirer du vivant, ça nécessite aussi de la comprendre. Et du coup, il y a donc la LPO et plein d'autres associations visent aussi à mieux comprendre la nature. Mieux la comprendre nous permet sans doute aussi de mieux la respecter et de mieux la protéger. Donc selon vous, Guy Bourlès, en quoi l'écologie contemplative... décidément, en quoi l'écologie contemplative, comme le propose la LPO, nous rapproche de la nature et protège le vivant ? En constatant qu'il ne faut pas être contemplatif. Pas du tout. La contemplation, c'est une partie des opérations, on va dire. C'est la compréhension de ce qu'on parle. Quand on parle de la protection des oiseaux, pour prendre cet exemple, on se rend compte qu'il faut être
très au-delà de son jardin, puisque les oiseaux auxquels on est confronté ou qu'on croise passent leur temps soit en Scandinavie, soit en Afrique, soit à l'est de l'Europe, soit même aux États-Unis. Donc on a déjà une certaine idée de la planète, donc on est obligé de dépasser ce qu'on connaît. Et la première étape, c'est effectivement de comprendre comment ça se passe, comment vivent ces oiseaux, comment est-ce qu'ils y arrivent et quels sont les facteurs qui font que ça va se reproduire. Si on se contente de la contemplation, on va voir quelques espèces rares. Il y a actuellement un certain nombre de spécialistes des oiseaux se précipitent à Ouessant pour aller voir des oiseaux qui ont été détournés de leur trajet migratoire, des oiseaux américains qu'on n'a pas l'habitude de voir, d'Amérique du Nord, Canada ou États-Unis, qui se retrouvent chez nous, voir des oiseaux sibériens. Donc ça, c'est magnifique. Sauf qu'ils ont été détournés de leur axe migratoire et ils vont tous mourir. Quand ils sont arrivés à Ouessant, ils sont de passage, ils sont vivants. Mais comme ils se sont plantés dans leur trajet, ils vont mourir. Donc la contemplation, c'est aussi ça. C'est constater qu'il y a un certain nombre de choses qui marchent et d'autres qui ne marchent pas. Et si on veut que ça dure, quand on a croisé des oiseaux intéressants ou des milieux intéressants, la deuxième phase qui vient tout de suite à l'esprit, c'est comment on fait pour que ça se reproduise, pour que ça dure, pour qu'on arrive à sauvegarder tous ces milieux-là, tous ces oiseaux. Donc on quitte assez vite la contemplation et on rentre dans le dur, et à chaque fois on a affaire à des choses beaucoup plus compliquées. Et on peut participer à une ZAD à Notre-Dame-des-Landes, et là la contemplation est un petit peu moins, même si elle a sa place, elle est un petit peu moins d'actualité. En fait, la contemplation, c'est une phase d'approche de l'action. Dans la contemplation, il y a la contemplation, si on peut dire. Je ne sais pas si... C'est une rampe de lancement. Voilà, on va l'inventer aujourd'hui, par exemple. Alors, la reconnaissance de l'intérêt de la beauté du vivant nous amène à vouloir la protéger. C'est un sentiment naturel. Et en fait, cette contemplation doit déboucher sur l'action. Autrement, elle tourne à vide. On pourrait être pétanquiste, ça serait pas mal non plus. Et c'est vrai que pour la contempler, des fois, c'est pas forcément évident quand on est en zone urbaine. Enfin, on en a abordé, même s'il y a des solutions aujourd'hui qui existent. Et c'est vrai qu'il y a d'autres outils qui existent pour nous aider à mieux l'apprécier, et notamment l'art. Comme on l'a vu au travers de ce film cet après-midi, Géraldine Molina, selon vous, en quoi l'art peut nous aider à renouer avec la nature ? Alors, il y a dans le changement de modèle de société, l'art joue une place, et on voit bien à l'heure actuelle qu'il y a une accélération aussi. Je travaille beaucoup sur ces questions-là avec mes étudiants, c'est-à-dire qu'en plus de la bibliographie scientifique, parce que j'ai à peu près 200 étudiants par an avec lesquels on essaie de travailler et d'avancer sur ces questions-là, et en parallèle de la bibliographie scientifique, je leur fournis une filmographie et une bibliographie qui inclut aussi des bandes dessinées, par exemple, et des œuvres de littérature. Et on voit bien que dans l'appropriation des questions écologiques dans nos sociétés occidentales, il y a une accélération qui est en train de s'opérer dans les mondes de l'art. Il y a de plus en plus de processus aussi de collaboration entre artistes et chercheurs, et j'y travaille aussi beaucoup à l'heure actuelle, avec des illustrateurs notamment, et un certain nombre de mes collègues aussi travaillent là-dessus, et comment l'art peut aussi favoriser une médiation scientifique de qualité, et puis la transmission. On parlait des processus d'apprentissage et de transmission en fait de nouveaux modes de vie, par exemple. Donc l'art peut à la fois être amplifié en fait des tendances en cours, être à l'avant-garde de tendances en cours, et puis remettre en question et nous amener aussi à porter un regard critique en fait sur les sociétés dans lesquelles on évolue, et parfois leurs paradoxes. Là, on le voit bien dans le film. On n'a pas le temps de le décortiquer et de l'analyser, mais il y avait énormément de paradoxes aussi qui étaient soulevés et qui étaient assez intéressants dans les enjeux et les forces et les mécanismes de pouvoir. Et donc, on observe là, par exemple, dans le champ de la bande dessinée, j'ai regardé un petit peu là, les dernières sorties, et il y a vraiment un accroissement en France des sorties de bande dessinée. Il y a de plus en plus de bandes dessinées sur la déforestation, sur les enjeux climatiques. Là, en 2-3 ans, on a une accélération de la production qui est tout à fait intéressante. Et ça, c'est assez représentatif aussi de la manière dont se positionnent aussi les plus jeunes générations. C'est-à-dire que
Moi, je forme à peu près 200 ingénieurs par an et je vois qu'il y a une accélération aussi chez les ingénieurs et on va beaucoup plus vite aujourd'hui dans les cours et je m'aperçois aussi pour garder des contacts avec mes élèves et voir un petit peu leur devenir. J'enseigne dans une grande école d'ingénieurs qui devait au départ, historiquement, en gros, former des personnes en situation de responsabilité pour l'industrie. Et aujourd'hui, en fait, ils ont un changement de trajectoire et ils veulent en fait travailler autrement et ils se destinent à d'autres carrières. C'est-à-dire qu'on voit bien quand on les forme sur ces questions d'écosystème, d'effets pervers de la technique et de trajectoire des solutions techniques, eh bien, ils veulent travailler avec des techniques qui vont être davantage, du coup, développer davantage une intelligence écosystémique et travailler plutôt pour la restauration des écosystèmes et la préservation en fait des enjeux de qualité. C'est assez facile à expliquer, hein. C'est pareil pour les enfants quand on leur explique qu'ils sont avant tout un être vivant et donc qu'ils ont besoin d'une qualité de l'air suffisante, d'un confort thermique suffisant, donc de conditions atmosphériques satisfaisantes, de sols, et que les sols par exemple quand ils sont, on le voit très bien, les collègues qui travaillent sur les sols nous expliquent qu'aujourd'hui on retrouve dans les sols des traces de pesticides qui sont interdits depuis plus de 50 ans. Donc on voit bien que les processus de régénération aussi des écosystèmes sont très longs. Et quand en fait on forme les jeunes, y compris des jeunes qui avaient la possibilité en fait de prendre des carrières avec des salaires très importants dans l'industrie, ils ont envie de changer de trajectoire. Donc ça c'est aussi un signe, je trouve, d'espoir dans le changement de nos sociétés, de savoir qu'en fait, y compris des gens qui auraient à y gagner, prennent d'autres trajectoires et ont envie de travailler sur la modification en fait, de mode de vie. Et je pense qu'il y a une articulation à trouver avec plus de cohérence. Je rejoins ce que vous disiez, c'est-à-dire pas simplement de la contemplation, mais une cohérence entre nos perceptions, nos représentations et puis nos pratiques et nos actions. Et ça, c'est pas évident parce qu'il faut travailler vraiment sur un alignement entre ce qu'on est en tant qu'être vivant et nos besoins en tant qu'être vivant, nos besoins en tant que citoyen, en tant que professionnel, et arriver à avoir vraiment un alignement entre ces trois composantes de nos identités. C'est un travail à la fois individuel et puis collectif aussi, de repenser nos modèles de société. Voilà. J'ai pas trop le temps de développer parce qu'on me fait signe que j'ai déjà été trop bavarde. Merci beaucoup. On va pouvoir passer aux questions-réponses. Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle? Oui. Je vois qu'il y a Melvin. Tout d'abord, merci beaucoup pour vos témoignages. J'aime beaucoup la diversité de vos parcours et de vos témoignages. Dans le film que nous avons vu, le réalisateur a évoqué l'existence d'esprit de la nature. Ça permet au moins de faire un beau lien avec certaines traditions ancestrales et spirituelles de cultures indigènes qui vivent encore de nos jours et qui ont un mode de vie harmonieux et un lien très proche avec la nature. Est-ce qu'à l'image de ces peuples, pensez-vous qu'il est nécessaire pour l'homme occidental d'aujourd'hui de rouvrir un dialogue avec la nature, de la resacraliser à l'image de ces peuples pour pouvoir réapprendre à vivre avec, afin d'espérer une société future plus harmonieuse? Pardon. Et comme j'aime beaucoup la diversité de vos parcours, si vous pouvez chacun y répondre, ce serait génial. On a une demi-heure à chaque fois. Là, on a une demi-heure d'échange au total, donc si on pouvait garder un petit peu de temps pour d'autres questions, mais merci beaucoup. Qui souhaite commencer? J'ai pas de micro. Mais je veux bien vous laisser. Vous m'arrêterez si je suis trop long. Merci pour la question. Alors effectivement, dans le film de Miyazaki, c'est une approche qui est tout à fait animiste en fait, hein, et l'animisme a dominé les systèmes de croyance. Quand on regarde un petit peu l'histoire des systèmes spirituels en fait, des sociétés, ça a dominé dans l'histoire de l'humanité les systèmes religieux. Il y a un certain nombre d'observateurs qui, à la fin du XXe siècle, parlaient beaucoup de la fin des croyances dans les sociétés occidentales et l'amenuisement en fait, du religieux dans les sociétés occidentales. Et ce que nous disent finalement les philosophes de la technique et les historiens de la technique, c'est qu'il y a eu un transfert de sacré. C'est pas tellement un amenuisement du sacré, mais un transfert du sacré du religieux vers la technique et la technologie. C'est-à-dire que vous prenez par exemple quelqu'un comme Jacques Ellul qui a beaucoup travaillé sur les relations des sociétés occidentales à la technique. Il explique comment finalement ce qui pose problème aussi, c'est le transfert de sacré
à la technique et à la technologie dans nos sociétés. Et ce qui est très compliqué aujourd'hui pour un certain nombre de chercheurs qui travaillent là-dessus, c'est d'expliquer que la solution, il n'y aura pas de baguette magique technologique qui va sauver en fait les sociétés, que ce soit occidentales ou plus largement les sociétés, des périls écologiques. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience en fait des limites des écosystèmes, des limites de notre planète, et qu'à un moment donné, on a une augmentation de la population mondiale, il y a une augmentation de la population mondiale, et que scientifiquement, c'est pas tenable, et ça rejoint aussi des observations de bon sens qu'on peut avoir. Donc après, la question, c'est effectivement le système des valeurs, à mon avis, dans nos sociétés, et je pense qu'il y a un point de bascule qui est très intéressant à l'heure actuelle. Alors, on ne sait pas si ce référentiel-là, c'est-à-dire ce système de perception, de représentation et pratique, va devenir dominant, mais il y a une prise de conscience sur le fait que l'approche où on plaçait l'homme au centre, l'approche qu'on appelle anthropocentrée, on plaçait l'homme au centre avec effectivement des capacités un peu démiurgiques, etc., elle est obsolète. C'est-à-dire que la science, les différents scientifiques ont amené, les découvertes scientifiques ont amené à remettre en question ce modèle-là et à plutôt valoriser une approche qu'on appelle biocentrée, c'est-à-dire d'interdépendance de l'homme aux écosystèmes. Et donc du coup, le principe supérieur, c'est le principe de la vie, en fait, et qui fait aussi un enjeu commun, c'est-à-dire qui dépasse les intérêts à la fois individuels, mais aussi des groupes sociaux, de défense de la vie et des conditions en fait d'existence sur Terre, mais qui dépendent du fonctionnement des écosystèmes. Donc je ne sais pas si c'est l'invention d'un nouvel système religieux, mais du moins de hiérarchisation et de changement de notre système de valeurs en fait. Voilà. Et peut-être que là-dessus aussi, il y a des travaux assez intéressants, si vous avez l'occasion de les consulter. Il y a des sociologues qui ont travaillé sur les besoins artificiels, par exemple, et l'idée qu'un des enjeux des transitions écologiques des sociétés, ça va être de redéfinir les bons besoins, en fait, et de supprimer les besoins artificiels qui sont néfastes, qui ont des impacts négatifs. Et là, je pense qu'il y a aussi des approches scientifiques qui peuvent nous aider, notamment, je disais, de développement de l'intelligence environnementale, c'est-à-dire de conscience de la face cachée de nos modes de vie, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a toute une part de conséquences écologiques de nos modes de vie dont on n'a pas toujours conscience, d'impacts environnementaux. Bien au-delà, on parle beaucoup aujourd'hui, c'est très à la mode, des gaz à effet de serre, mais en fait, il y a énormément d'autres impacts environnementaux. Et ça, c'est important de le comprendre parce que parfois, on peut améliorer son impact carbone, mais dégrader d'autres enjeux de la qualité environnementale. Donc, développer cette intelligence un petit peu systémique, rehiérarchiser les besoins aussi et accepter aussi d'avoir des modes de vie plus sobres. C'est des approches en fait qu'on peut essayer de travailler, de travailler en profondeur. Merci. J'y vais. Allez-y, Guy-Bourles. Oui, c'est une sacrée question. C'est question de base d'un certain... Pourquoi on est arrivé à cette situation? C'est d'abord la première question qu'il faut se poser. C'est notre façon, notre héritage. Alors on l'a déjà dit, judéo-chrétien. L'homme est prépondérant dans le monde. Il y a Dieu, l'homme et le reste. Et l'homme, on l'a mis sur un piédestal et on lui a dit crois et multiplie. La terre est faite pour toi, pour ta vie. Et c'est une catastrophe. Voilà, le bilan est, après quelques siècles d'existence, c'est une catastrophe. Il faut s'inspirer de ce qui s'est fait ailleurs. Alors on parlait de l'animisme. Les Africains en sont de bons exemples, mais les peuples premiers d'Amérique du Sud, on s'est rendu compte il n'y a pas très longtemps, parce que c'est des travaux d'anthropologie qui sont assez récents, que l'Amazonie a été occupée par des centaines de milliers de gens depuis 13 000 ans. Et en 13 000 ans, ils nous ont amené l'Amazonie à la fin du 19e siècle en très bon état. Il n'y avait pas grand-chose à dire. On avait commencé à bouffer un peu les arbres. Hein. Les Portugais et les Espagnols qui avaient débarqué en Amérique du Sud avaient commencé un petit peu à attaquer. Mais l'Amazonie était un petit peu en recul. Ils avaient travaillé sur la bande littorale. Ils avaient un peu moins attaqué l'Amazonie. On a mis maintenant les moyens qu'il faut pour détruire l'Amazonie dans des proportions absolument gigantesques. Et à la vitesse où on va, à la fin du siècle, l'Amazonie ne ressemblera plus à rien. Mais il faut s'inspirer de la façon dont ils vivaient. Eux, ils étaient très nombreux. On dit pour essayer de disqualifier ce mode de fonctionnement
où l'homme n'est que partie de la nature, on dit oui, mais c'est valable quand on est 5000 sur 100 km². Quand on est 7 milliards et demi comme on est actuellement, c'est assez compliqué. Donc c'est évidemment un peu plus compliqué de faire cette démarche quand on est 7 milliards que quand on est 700 millions. Mais il y a eu des milliers de gens dans l'Amazonie qui n'ont... On change ? Le micro qui fatigue. Il chauffe. Il y a eu des milliers de gens dans l'Amazonie qui n'ont absolument pas détruit, qui ont vécu pendant des milliers d'années, 13 000 au moins, et qui ont rendu l'Amazonie dans un état absolument magnifique, avec une biodiversité superbe. Ils ont vécu comme... alors heureux, je ne sais pas s'ils étaient heureux, on ne leur a pas posé la question, mais en tout cas, ils étaient en équilibre, c'est sûr. Donc il faut s'inspirer de cette façon de faire. Ils étaient chasseurs, ils étaient pêcheurs, ils étaient agriculteurs et ils nomadisaient. Ils utilisaient les sites par rotation et en fait ça marchait très bien. Je crois qu'on peut s'inspirer de ça et on peut s'inspirer de leur philosophie. Est-ce qu'on peut la plaquer telle que sur les sociétés industrielles telles qu'on les a définies maintenant, mis en place maintenant avec encore une fois 7 milliards d'habitants? Ça, c'est une autre histoire. Mais s'inspirer de leur philosophie, oui. Le film, c'est le shintoïsme qui inspire, et le bouddhisme qui inspire les Japonais. En fait, on se rend compte que leur philosophie de respecter la Terre, de ne pas faire de distinction entre soi-même et son environnement, on fait partie de l'environnement. C'est une source de respect de la nature et de respect de l'homme, finalement. Je rends ouais. Alors, nous, dans les ZAD, on n'est pas forcément branchés très spiritualité. Notre slogan, c'est plutôt ni Dieu ni maître. Du coup, en fait, on a plutôt tendance à croire en notre capacité collective et de ne pas se remettre finalement à des croyances hautes, de se dire c'est à nous-mêmes en fait de croire en nous et en nos solutions qu'on a pour changer les choses en fait. Et que collectivement, on y arrivera. Il faut avoir confiance. Ça, c'est bref. Bravo. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Merci. Oui, merci. Bravo encore pour la qualité du débat. Je voudrais juste rebondir un petit peu sur ce qu'a dit Guy Bourlès à propos des aspects religion. Effectivement, bon, je suis d'accord avec Géraldine Bolina. Il y a eu un transfert du sacré religieux vers le sacré technologique et technique qui est indéniable. Mais au niveau religion pure, avant l'animisme, enfin, entre l'animisme et la religion technologique, il y a eu la religion monothéiste. Et je pense que ces religions, comme l'a dit Guy Bourlès, ont un rôle, effectivement, une responsabilité dans ce qui se passe, parce qu'en plaçant l'homme quasiment l'égal de Dieu, ou fait à l'image de Dieu, au-dessus des animaux et tout le reste de la nature, on a pendant une vingtaine de siècles continué à... Enfin, on a construit et on s'est développé avec ce sentiment qu'on avait le droit d'asservir la nature et de tirer toutes les ressources possibles parce que Dieu nous avait créés comme ça. Et donc je pense que le rôle des religions monothéistes n'est pas à négliger, parce qu'avant le polythéisme, il y avait un Dieu pour chaque élément naturel. Il y avait un dieu pour la mer, un dieu pour l'orage. Donc en fait, en respectant ces dieux, on respectait la nature, hein, enfin la nature différente de l'homme. Donc voilà, c'était juste une remarque que je voulais faire sur cet aspect religion. Merci. Je veux bien rebondir aussi pour apporter une nuance. Alors effectivement, on parle de la religion monothéiste des sociétés occidentales. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à l'échelle des croyances, si on prend l'espèce humaine depuis le départ, elle est très marginale, c'est-à-dire dans le temps et l'espace. Et je pense qu'effectivement, alors l'animisme, il y avait cette approche plus biocentrée, mais cependant, dans l'ensemble des religions, y compris les religions monothéistes occidentales, il y avait quand même cette question de l'équilibre de l'homme par rapport à la nature et de punition une fois qu'un certain seuil était dépassé.
C'est-à-dire que, y compris dans la religion catholique, si vous dépassez un certain seuil, il y a une punition divine ou autre. Donc le modèle de l'ultra-consommation, il y a des chercheurs qui ont travaillé aussi là-dessus pour dire finalement la communauté scientifique arrive à un constat par rapport au fonctionnement des sociétés occidentales qui est un petit peu c'est-à-dire qu'on a des effets dont je parlais tout à l'heure, les effets boomerang ou les effets pervers, et on a du coup une dégradation qui touche l'homme aussi. On retrouve ça dans les grands systèmes religieux, y compris les systèmes religieux monothéistes. Donc quand on regarde un petit peu finement les textes, vous pouvez reprendre la Bible, mais il y a des punitions divines quand l'homme essaie de trop s'émanciper de sa condition et de concurrencer les dieux, en fait. C'est la figure de Prométhée dans la mythologie grecque. Mais on peut retrouver des parallèles entre les différentes religions par rapport à cette question des équilibres et des seuils, ce que les écologistes, les écologues, pardon, donc je ne parle pas de l'écologie politique, mais de l'écologie scientifique, il y a ce qu'on appelle les seuils d'irréversibilité. Et donc finalement, le modèle de sobriété, il est très répandu dans les systèmes religieux. Donc on peut après peut-être s'inspirer. Aujourd'hui, la recherche travaille beaucoup, par exemple, sur les solutions basées sur la nature, c'est-à-dire ce que j'ai expliqué tout à l'heure, le fait de restaurer ou de favoriser des fonctionnements écosystémiques en lien avec les enjeux sociaux, y compris dans les villes. La fédération de recherche à laquelle j'appartiens, on a beaucoup de projets de recherche sur les solutions fondées sur la nature dans les villes, avec des approches sur les écosystèmes. Mais effectivement, il y a des processus d'apprentissage et on réapprend avec la redécouverte d'anciens savoir-faire qui sont optimisés, les découvertes scientifiques et des processus d'apprentissage aussi de civilisation antérieure ou de ce qui a pu se passer aussi dans d'autres domaines, en fait, dans d'autres régions du monde. Parce qu'on a tendance à avoir aussi une vision très ethnocentrée en Occident sur notre rapport en tant qu'occidentaux. Et en voyageant un petit peu, moi j'ai grandi dans une ère culturelle qui était différente, où finalement aussi il n'y avait pas tout à fait ce même modèle qu'on peut avoir en France et en Europe et puis dans les sociétés occidentales. Et il y avait aussi cette question du respect des équilibres avec la nature. C'était pour apporter une petite touche de nuance, parce que comme on n'a pas beaucoup de temps, voilà, sur la question de la sobriété. Oui, j'ajouterais juste un petit mot sur ce que vous disiez. La pensée occidentale, c'est aussi le volant marxiste de cette pensée, et ils ne se sont pas exonérés de cette surpuissance de l'être humain. Les sociétés marxistes n'ont pas apporté la preuve qu'ils étaient capables de vivre en équilibre avec la nature. Il y a quelques mois, Régis Debray a sorti un bouquin pour expliquer qu'il était plus évident de vivre dans la civilisation entre soi, où on risquait pas de se faire bouffer par un plus fort, comme dans la nature. Que quelqu'un d'aussi intelligent que Régis Debray, et d'aussi fin, d'aussi cultivé, un grand philosophe, puisse dire quelque chose comme ça sur la nature, c'est qu'il n'a rien compris à la nature. C'est un peu dommage de penser que son point de vue sur la nature puisse être aussi décalé de la réalité et aussi faux. Dans la nature, il y a à la fois tout un travail qui est fait. Bon, celui qui est carnassier, il va essayer de manger de la chair. Bon. Mais il y a beaucoup d'assistance entre les cibles des carnassiers, entre ceux qui vont se faire bouffer, et il y a, on le découvre depuis quelques années, il y a par exemple, on parlait beaucoup de la forêt dans le film, on sait que les forêts sont des objets en tant que tels, et qu'ils ont une vie, ils ont une communication par le sol, à la fois électrique et d'échange de nourriture et d'informations, qui n'a rien à voir avec ce que pense Régis Debray de la nature. Et c'est la même chose dans nous, on étudie la faune sauvage, on étudie les animaux. On sait que les oiseaux ont un gros travail de communication, d'entraide, d'essayer d'éviter les obstacles et les problèmes. Et c'est même une des conditions de leur survie. Ils ont un travail social extrêmement important. La communication qu'il y a entre eux, qu'on ne comprend pas toujours, est très importante, et c'est pour leur survie, c'est pour essayer de comprendre comment ils peuvent vivre et survivre. Ça n'a rien à voir avec l'idée qui se fait de la nature. C'est dommage, on va lui dire.
Il nous reste 5 minutes. Est-ce qu'il y a une dernière petite question ou intervention? Bonjour. Alors, une question peut-être compliquée. Selon vous, est-ce qu'il y a une opposition entre la volonté d'agir pour l'écologie et la manière de le faire? Par exemple, en communiquant via des médias ou juste en utilisant des supports comme Internet? Et si oui, quelles seraient pour vous les solutions? Je veux bien répondre. Alors, on s'est beaucoup posé la question, est-ce qu'il faut qu'on utilise Internet pour communiquer? Et on s'est dit, en fait, oui, parce que finalement, si on n'utilise pas Internet pour communiquer, en fait, personne ne nous entendra et verra notre message. Donc, on va le faire. Et du coup, on va essayer de le faire en ayant en se disant que le message est plus important que, que le média en lui-même. Et du coup, sur la proposition qu'il peut y avoir en alternative, c'est de réussir à se connecter avec son voisinage et maximum avec les gens autour de soi. Mais c'est pas quelque chose d'évident parce qu'en fait, on est dans une société... les campagnes actuellement, c'est des campagnes dortoirs où les gens ne font plus que dormir. Donc quand on est dans les campagnes, on croise plus forcément grand monde. C'est pas des gens qui habitent vraiment leur territoire, c'est des gens qui y dorment seulement. Du coup, la solution, ce serait que les gens habitent vraiment là où ils habitent, en fait, qu'ils fassent pas juste y dormir et qu'ils en prennent possession. Parce que finalement, quand on habite dans la campagne, en fait, si on habite vraiment, on a envie de la défendre, en fait, cette campagne. On n'a pas envie de la défoncer, elle est assez agréable, elle nous apporte plein de choses, en fait. La nature est assez bien faite, elle nous apporte plein de choses au quotidien, en fait. C'est bon? Très bien. Dans ce cas, merci beaucoup au public et merci surtout aux intervenantes et intervenants pour votre participation à ce débat. Juste avant que vous quittiez la salle, quelques petits points rapides. La prochaine séance démarrera dans 30 minutes avec le film V pour Vendetta et pour le débat face à l'inaction politique, la nécessaire radicalité des luttes. On va y arriver. Donc également, nous serions ravis de recueillir votre avis sur le festival et son contenu. Donc, vous trouverez des QR codes dans le hall au niveau de l'espace convivial qui vous permettra d'accéder à un questionnaire très court. Le festival continue également sur YouTube, donc les débats de ce jour et ceux de Paris également seront retransmis sur YouTube et nous reviendrons l'année prochaine. Donc si vous souhaitez être tenu informé de cela, n'hésitez pas à vous abonner sur nos chaînes YouTube, Facebook et Instagram ou nous laisser votre adresse mail dans l'espace convivial, comme ça on pourra vous envoyer une petite newsletter, promis pas de spam. Et puis voilà, du coup on peut se rejoindre pour un instant de convivialité pour poursuivre les échanges autour de super jus de pommes et de petites choses à manger. Merci beaucoup. Bon après-midi.